Bien, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à cette table ronde intitulée « La dette publique est-elle soutenable ?» Donc on va essayer de répondre à cette question là aujourd'hui tous ensemble. Alors simplement pour cadrer un peu le pourquoi de ce sujet, donc la dette publique, je pense que ça n'aura échappé à personne, a augmenté assez nettement ces dernières années. Elle atteint 110% désormais du produit intérieur brut, donc de la richesse en fait de la France. Alors a priori, il n'existe pas vraiment de seuil à partir duquel on peut dire à 110% c'est grave, à 105 ça ne l'est pas. Il n'y a pas vraiment de seuil comme ça qui permet de définir si oui ou non la dette est soutenable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à ce niveau, la dette publique française attire de plus en plus l'attention, pose question, etc. Et derrière la question de la dette, c'est celle du déficit public qui se pose. Donc le déficit public, c'est la différence chaque année entre les recettes et les dépenses de l'État. Et donc il avoisinera les 6% en 2024, nettement plus que ce qui était prévu au départ pour l'année 2024, puisque le budget l'année dernière prévoyait plutôt quelque chose autour de 4%. Donc selon la vision qu'on adopte, ça veut dire qu'on a désormais en France des dépenses qui sont bien supérieures à nos recettes ou des recettes qui sont bien inférieures à nos dépenses. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, quels sont les risques associés à une telle situation, et les remèdes possibles ensuite en termes de politique publique. Ce qui revient à parler de dépenses publiques, d'impôts, de fiscalité, etc. Donc tout ce qui est débattu en ce moment à l'Assemblée nationale, donc ça tombe bien, parce que les députés débattent en ce moment du budget 2025, avant que ce soit au tour des sénateurs. Donc les intervenants nous donneront aussi des clés pour comprendre, analyser cette situation, cette actualité. Et plus structurellement aussi, quand on parle de dette, au-delà là du débat sur le budget à venir, c'est intéressant de comprendre dans quelle mesure notre niveau de dette est un frein à l'action publique. On entend beaucoup dire que voilà, on n'aurait plus les moyens de financer tel ou tel type de politique. Alors est-ce que réellement notre niveau de dette est une raison pour réduire notre ambition climatique, notre ambition en termes de services publics, etc. Et ce qui revient à poser la question, ce matin on réfléchira à la question du financement des grandes transformations nécessaires dans une société. Comment on fait quand on a des grandes transformations à financer? Est-ce qu'il faut forcément augmenter la dette ou est-ce qu'on a d'autres moyens finalement de le faire, et lesquels? Donc pour nous éclairer sur tout ça, on a 4 intervenants, donc 3 ici à côté de moi et 1 à distance, donc qui j'espère nous entend bien. Donc juste à ma gauche, Laure Kenwelkor, vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS et autrice d'un livre paru en avril qui s'intitule Le déni de la dette, donc c'est paru aux éditions Flammarion. Juste à côté, François Ecal, donc vous êtes ancien rapporteur général du rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques, et vous êtes auteur du blog FIPECO, où vous décryptez avec beaucoup de pédagogie l'actualité et toutes les questions liées en fait aux finances publiques. Donc j'encourage chacun ici dans cette salle à faire un tour sur FIPECO. Il y a vraiment beaucoup de ressources et d'éléments de réflexion. À ma droite, Clara Léonard, donc vous êtes économiste, directrice générale et cofondatrice de l'Institut Avant-Garde et autrice d'une thèse sur l'histoire des doctrines de la dette publique française. Et enfin, à distance, Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, professeur au MIT et spécialiste de grandes questions macro comme celle notamment de la dette qui va nous occuper ce matin. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet avec nos intervenants, donc Laure Kenwelkor, je me tourne vers vous d'abord. Donc la table ronde pose la question: la dette publique est-elle soutenable? Comme je le disais, il n'y a pas de seuil numérique qui permet de dire très facilement oui, la dette est soutenable ou non, elle ne l'est pas. Alors comment, quand on essaye d'évaluer la soutenabilité de la dette, qu'est-ce qu'on regarde traditionnellement? Qu'est-ce que les économistes regardent comme indicateur? Et est-ce que c'est suffisant finalement? Est-ce que ces indicateurs n'ont pas quelques limites
Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc oui, je voudrais d'abord d'emblée revenir sur les méthodes d'appréciation de la dette et du surendettement et donc de la soutenabilité de la dette. Donc on attache beaucoup d'importance, on a attaché aussi beaucoup d'importance dans le passé au fameux ratio dette publique sur PIB ou déficit public sur PIB. Ces ratios existent de fait depuis le siècle dernier, ils ont été utilisés rétrospectivement. Mais déjà, Alfred Sauvy, dans les années 50, l'avait utilisé pour l'entre-deux-guerres en étudiant le ratio dette publique sur revenu national. Alors en fait, ce ratio a repris de la vigueur avec, vous le savez, ce plafond demandé aux économies européennes lors de la marche vers l'euro de convergence vers 60% de dette publique sur PIB et de 3% de déficit public sur PIB. Je rappelle juste que justement ce plafond qui a été en fait suggéré par des hauts fonctionnaires français en 1982. Voilà. Et donc ces ratios sont peut-être nécessaires, mais je pense, pour les comparaisons dans le temps et dans l'espace, mais je pense qu'ils ne sont pas suffisants. Il faut les remettre en fait dans leur cadre macroéconomique. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait notamment un rapport du Conseil d'analyse économique de 2003, dirigé notamment par le regretté Daniel Cohen, qui justement a enquêté précisément sur la soutenabilité de la dette d'un certain nombre de pays dans le monde entier, et on a conclu qu'il fallait également prendre en compte la balance commerciale, son solde positif ou négatif, le taux de croissance, le taux d'inflation bien sûr, la charge d'intérêt de la dette et le taux de change. J'ai envie d'ajouter aussi la maturité de la dette. Je donnerai un exemple plus tard historique, l'importance de la maturité de la dette, et également les détenteurs de la dette. Pour autant, cette question des détenteurs de la dette aussi a fait couler beaucoup d'encre, notamment on dit ben oui, mais le Japon par exemple a 250% environ de dette publique sur PIB et finalement sa dette est soutenable. Donc c'est sûr, à l'époque, quand on a commencé à parler de ça, 90% des ménages de la dette publique étaient détenus par des résidents japonais, des ménages et des entreprises, et la Banque du Japon. Mais ce ratio a complètement changé et maintenant, la dette publique est détenue à 31% par des investisseurs étrangers. Donc déjà, c'est un modèle qu'on ne peut plus considérer comme forcément très valable dans le temps, parce que justement, l'épargne des ménages japonais était insuffisante pour couvrir la dette publique japonaise. Donc c'est aussi, voilà, je voulais parler de ce ratio aussi détenteurs français ou étrangers, qui revient souvent et que c'est pas forcément la panacée. Et puis en France, on a 52% de détenteurs de dettes étrangers seulement. Voilà. Donc sur ces questions, voilà, il faut évaluer vraiment de manière beaucoup plus large et en prenant en compte des agrégats macroéconomiques en dehors des facteurs socioculturels que je développerai plus tard. Et prenant en compte du coup ces différents éléments, vous qui raisonnez du coup, en tant qu'historienne, quand vous regardez par exemple le XXe siècle, etc., est-ce que historiquement on peut dire que la dette publique française a été soutenable, ou est-ce qu'il y a eu des épisodes comme ça où d'un coup elle ne l'était plus? Qu'est-ce qui a dominé finalement quand on parle de dette publique française dans l'histoire? En 5 minutes, ça va être difficile de résumer un siècle de dette française. Donc effectivement, de toute façon, on n'a pas fait défaut depuis la banqueroute des 2 tiers de 1797, mais on a eu quand même quelques épisodes de crise financière liés à un surendettement. Donc je vais en citer 3. La crise de 1923-1925, qui en fait a été due à une accumulation de dettes flottantes non résorbées après la Première Guerre mondiale, portées aussi bien par des citoyens français que par des spéculateurs étrangers. Donc là, et tout d'un coup, il y a eu une espèce de défiance vis-à-vis de ces bons de la défense nationale et de ces bons du Trésor, qui étaient des bons à très court terme, entre 1 mois, 3 mois à 6 mois. Et les demandes de remboursement ont été supérieures aux demandes, aux souscriptions. Et donc là, l'État s'est vraiment retrouvé dans une situation extrêmement critique. En plus, le contexte politique était très, très délicat, puisqu'il y avait le cartel des gauches, donc il y a eu aussi un mur d'argent, fuite devant la monnaie. Donc tout ça a entraîné une vraie crise financière qui s'est résolue avec l'arrivée de Poincaré en 1926, la dévaluation de franc germinal de 80%, adossée à un plan fiscal et de réduction budgétaire important. Deuxième exemple, la crise de 1957-1958. Là, on
on n'a pas vraiment soldé l'héritage de la Seconde Guerre mondiale non plus. Et on arrive en 1957 avec un déficit budgétaire extrêmement lourd, lié de surcroît au poids des guerres coloniales. La guerre d'Algérie, notamment, à partir de 1956, pèse lourdement dans les finances publiques. Donc on a une première tentative en 1957 de Félix Gaillard, qui essaie de redresser les finances publiques, qui n'y arrive pas. La visite du directeur général du FMI, Pierre Jacobson, dit on veut bien vous aider, vous faire un prêt, mais il faut redresser vos comptes. Idem des États-Unis qui dit redressez vos comptes et on vous fera un prêt. Donc finalement, bon an mal an, la crise monétaire financière emporte le régime politique et De Gaulle arrive et ce sera donc le fameux plan FINREF, adossé aussi à une dévaluation, un plan fiscal et des réductions des dépenses publiques. Troisième exemple, et après j'en finirai, c'est un peu différent, mais c'est le tournant de ce qu'on appelait le tournant de la rigueur de mars 1983, qui fait suite à un gonflement de la dette suite au programme très généreux des socialistes arrivés en 1981 au pouvoir. La dette publique est multipliée par 2 en 2 ans. Et donc là, Jacques Delors tente de redresser la barre dès octobre 1981, deuxième dévaluation en juin 1982, mais finalement ça ne suffit pas et il propose à François Mitterrand un plan qui va être mis en œuvre par François, donc il va être mis en œuvre par le gouvernement, puisqu'il faut qui va être mise en œuvre par le gouvernement, puisqu'il faut. La question aussi, c'est est-ce que la France reste ou non dans le système monétaire européen? Donc là, on a eu aussi une décision extrêmement importante, et il y avait aussi dans les cercles des experts autour de Jacques Delors la menace d'une intervention du FMI. Donc voilà. Donc on a ces 3 exemples où on a eu quand même une dette qui était difficilement soutenable et qui a été résorbée par des plans. Alors, ce qui s'est passé depuis a complètement changé. On n'a plus de crise financière. Pourquoi? Il y a 2 raisons principales à partir des années 1980-1990. D'abord, il y a un endettement généralisé du monde. On entre dans un monde de dette publique et privée. Et donc, l'accumulation de la dette en France n'est d'une certaine manière légitimée. Elle considère que c'est le cas de tous les pays, même si elle continue inexorablement à monter. Donc ça, c'est le premier fait important. Tous les pays du monde s'endettent, adossés à des marchés financiers qui explosent à cette époque-là, et plus la révolution technologique que vous connaissez, je n'insiste pas. Le deuxième point important, c'est la marche vers l'euro. Donc là, l'euro, on cherche à faire converger les économies. Donc il y a une petite poussée libérale, on fait un petit effort pour réduire le déficit public, mais ce n'est pas suffisant et allègrement, dès le début des années 2000, la France dépasse ce fameux ratio de 60%, comme l'Allemagne d'ailleurs. Et de fait, la France n'aura jamais été sanctionnée par l'Union européenne. Ce n'est pas du tout un garde-fou pour sa dette, donc c'est un point, donc on peut considérer que c'est un bien ou un mal, mais en tout cas, c'est de fait, elle n'a jamais été sanctionnée. Elle est rentrée dans des procédures de déficit excessif, mais elle n'a jamais vraiment payé jusqu'à présent. Donc en fait, l'euro, c'était au départ une contrainte, mais en fait, ça nous a protégés et ça a protégé notre système de finances publiques. C'est ce que je voulais juste ajouter. Et vous parliez tout à l'heure, au début de votre intervention, des facteurs aussi socio-culturels qui jouent sur notre perception de la dette. Ça, c'est vraiment ce que vous essayez de décortiquer dans votre dernier livre. Alors, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce qu'il existe du coup en France une spécificité dans la manière dont la dette est perçue par les citoyens et dont elle est débattue dans le débat public, etc. Est-ce qu'il y a une spécificité là-dessus et qui conduit du coup à des choix après politiques propres à l'Hexagone? Oui, effectivement, il y a 2 points que je voudrais souligner. C'est d'abord effectivement que la dette publique, j'ai étudié à travers la presse, à travers les tracts électoraux et à travers les sondages sur l'ensemble du siècle, et je me suis aperçu que c'était un sujet qui était rarement abordé au moment justement des crises, mais ce n'était pas un sujet vraiment de débat public, et que les politiques aussi ne s'en emparaient pas, notamment lors des campagnes électorales. Donc, si vous voulez, ça c'est vraiment un trait français, parce que j'ai fait
j'ai pu faire quelques comparaisons avec la Grande-Bretagne et avec l'Allemagne, où le sujet est abordé de manière beaucoup plus directe, aussi bien dans les campagnes que dans les débats électoraux. Donc, premier point, c'est pour ça que j'avais intitulé mon livre « Le déni de la dette », c'est un terme un peu provocateur, mais je pense qu'effectivement, ce sujet a été longtemps ignoré, aussi bien par la classe politique, mais aussi par les citoyens, parce que les citoyens, par moment, ils se rendent compte qu'il y a un problème, notamment, par exemple, à partir des années 1990, ce sujet revient dans les médias et les enquêtes d'opinion. Et il sera également abordé dans les années 2010, après la crise des dettes souveraines, et actuellement. Et on a le même résultat dans les sondages d'opinion sur ces 30 ans. Les Français disent « Ah oui, ça commence à être inquiétant, c'est préoccupant, cette question de dette publique. » Ils mettent ça un peu dans les préoccupations, ça remonte un peu dans les préoccupations majeures qu'ils mettent en avant, en tout cas dans les enquêtes d'opinion. On leur dit, mais pour le résoudre, ce problème, qu'est-ce que vous préconisez? Une hausse des impôts, une baisse des dépenses publiques? Ah non, il y a le ras-le-bol fiscal, donc surtout on n'augmente pas les impôts, et les dépenses publiques, ah non, on n'y touche pas, surtout on ne touche pas aux dépenses sociales, éventuellement les dépenses d'armement, éventuellement les dépenses des collectivités locales, mais surtout on ne touche pas aux interventions économiques et sociales de l'État, et là c'est vraiment un trait que j'ai trouvé assez pérenne dans mon étude. Et c'est lié évidemment à l'attachement en France à une forte intervention de l'État. Cela date pas seulement de 1945, de la mise en place de l'État-providence extrêmement importante. C'est aussi, on est dans un niveau de conflictualité sociale important en France. On a une culture de l'affrontement, donc on a beaucoup de mal à résoudre les crises et à réformer l'État aussi. Donc, on a vraiment une spécificité qu'on ne retrouve pas du même niveau dans les autres pays. Et donc, surtout les dépenses sociales, qui sont 50% des dépenses publiques, sont en fait assez incompressibles. Et c'est du coup assez complexe pour nous de résoudre cette question de la dette. Dans le détail sur un certain nombre de propositions, malgré tout, là, dans le cadre du budget, etc., il y a des propositions de réduction de dépenses et d'augmentation d'impôts qui sont discutées, donc ce sera intéressant de voir à chaque fois les avantages et les inconvénients de telle ou telle proposition dans le détail. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier Blanchard à distance. Alors, quand on a une dette publique aujourd'hui à ce niveau, quel doit être l'objectif d'une bonne politique budgétaire? Est-ce qu'il faut chercher à tout prix à réduire la dette ou pas? Voilà, qu'est-ce que devrait chercher la politique budgétaire dans le contexte actuel? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là en personne. L'intervention de Laure était passionnante, et une très bonne mise en place des questions. Non, alors, comme vous l'avez dit, les chiffres, quand on les regarde, sont inquiétants. 110% du PIB, un déficit de 6%, un rapport de dette au PIB qui augmente au fur et à mesure. Bon, le PIB n'est pas parfait, Laure avait raison de le dire, mais enfin, c'est tout de même la mesure essentielle à regarder. La question, c'est est-ce qu'on est au bord du gouffre, comme on l'entend chez certains politiciens? Je crois que la réponse c'est non. Mais est-ce qu'il y a un ajustement sérieux à faire? Oui, sûrement. Et de fait, la taille de l'ajustement, je crois, n'est pas encore vraiment perçue par l'opinion publique. Si on rejoint un peu ce que Laure disait, je crois qu'il va falloir faire des efforts assez considérables. Mais la première question, donc la question que vous m'avez posée, c'est celle de l'objectif. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut diminuer la dette. Il faut être réaliste, on ne va pas diminuer la dette dans la décennie qui viennent. Est-ce qu'on peut diminuer le rapport dette-PIB, ce qui est un peu plus facile parce que le PIB augmente au fur et à mesure du temps? Peut-être un jour, mais ça va encore, ça va être très difficile et ce n'est pas l'objectif pour le moment. L'objectif pour le moment, ça doit être de stabiliser le rapport dette-PIB. Alors là encore, on peut discuter, est-ce que c'est le rapport dette-PIB ou est-ce que c'est le rapport dette-budget? Disons dette-PIB. Il faut le stabiliser. Ce qui est moins ambitieux que diminuer, ce qui est déjà très, très difficile. Pourquoi il faut le stabiliser? Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un accord entre les gens de droite et les gens de gauche sur la nécessité de la stabilisation du niveau de dette par rapport au PIB. C'est parce que si on la laisse filer indéfiniment, sans plan d'ajustement à terme, les investisseurs commencent à s'inquiéter.
Et c'est ça la leçon de l'histoire. Ils se disent, personne n'est en contrôle, ça ne va pas s'arranger. Un jour, on va nous demander d'accepter une diminution de nos créances. Et donc, on commence à voir apparaître une espèce de prime de risque. Et elle est déjà là, hein, dans la dette française. Si on regarde entre, par exemple, la dette à 10 ans allemande et la dette à 10 ans française, nous, en France, on paie à peu près moins 7%, donc un peu moins d'1%, mais c'est déjà pas mal sur un niveau de dette de 110% du PIB. Donc, on voit ça apparaître. Tant que c'est de l'ordre de 1%, on y arrive. Mais si on ne fait rien, les déficits augmentent, les taux d'intérêt augmentent, donc les paiements d'intérêt augmentent, ça devient une espèce de spirale qui explose. Et à un moment, ce qui se passe, et là, quand j'étais au FMI, je l'ai vu assez souvent dans un certain nombre de pays, mais ça peut se produire dans les pays avancés, ça s'est produit en Grèce. Il y a un moment, les investisseurs disent il n'y a pas de taux d'intérêt qu'on accepte, parce que le risque, il est tel qu'on ne veut pas y toucher. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un sudden stop. Et à ce moment-là, il y a besoin d'ajustement. Soit le FMI vient, ce qui a été le cas de la Grèce, soit il y a un ajustement qui est très dur à faire à ce moment-là, parce qu'on ne peut plus emprunter. Donc, il faut absolument l'éviter. Donc, il faut stabiliser la dette. Okay. Donc, ce que ça veut dire en termes de déficit, hein, ça dépend du taux d'intérêt, ça dépend du taux de croissance. C'est bien sûr plus facile à faire quand le taux de croissance est élevé, quand les taux d'intérêt sont bas. Mais dans la situation actuelle, dans la situation où on va être dans les quelques années qui viennent, ça prend une forme très simple, c'est qu'il faut éliminer le déficit primaire. Le déficit primaire, c'est le déficit sans compter le paiement d'intérêt. Donc on est aujourd'hui à peu près à 4% de déficit primaire par rapport au PIB. Donc ça veut dire qu'il faut faire un ajustement de 4% du PIB. Il faut le faire à terme, il ne faut pas le faire instantanément. On y reviendra sur la vitesse d'ajustement si vous voulez, mais il faut faire cet ajustement. Cet ajustement, 4% du PIB, ça ne paraît pas gigantesque, mais par rapport, par exemple, pour retourner à ce que disait Laure, si on prend quelque chose qui est peut-être plus important, c'est l'ajustement par rapport au budget. Le budget, il représente, budget au sens large, il représente à peu près la moitié du PIB, donc ça représente un ajustement de 8% du budget, ce qui est énorme. Et si on décide, par exemple, de laisser de côté les prestations sociales, parce qu'on ne peut pas y toucher, parce que c'est un droit acquis, etc., on arrive à 20% du budget. Donc, c'est un ajustement considérable. La question, et puis on va y revenir, je pense que vous m'avez posé la question, c'est à quelle vitesse on le fait. Mais je crois qu'il faut réaliser qu'on est dans une situation où il faut faire un ajustement de, si on lâche les prestations sociales de côté, de l'ordre de 20% du budget, laissant de côté le fait qu'on a probablement besoin de dépenser plus pour la transition climatique, pour la défense, qu'il faut protéger la santé, qu'il faut protéger l'éducation. Donc, ce n'est pas du tout évident, mais ça va être ça l'objectif. Vous dites en pourcentage du PIB, il ne faut pas le faire en une année, il faut le faire en combien de temps du coup? Ça, c'est le chiffre essentiel. Hein. Donc, il faut le faire. Et on peut le faire sur 1 an, on peut le faire sur 10 ans. Et comment est-ce qu'on y réfléchit? Bon, si on le fait pour 1 an, sur 1 an, bon, c'est politiquement totalement impossible. Imaginez les mesures qu'il faudrait prendre et faire passer à l'Assemblée pour le faire en 1 an. Mais il y a surtout des effets macroéconomiques qui sont souvent ignorés par les ministères des Finances, mais qui sont là. C'est que si on fait une diminution des dépenses de 4% du PIB ou une augmentation des impôts de 4% du PIB, on se paie une bonne récession. Donc, c'est probablement à éviter. Donc, en gros, le faire très très vite, c'est très coûteux politiquement de manière évidente, mais très coûteux du point de vue macroéconomique. Ce n'est pas une chose à faire. Par contre, si on dit, OK, on va le faire doucement, on le fait sur 10 ans, ça pose d'autres problèmes. C'est que tant qu'on ne l'a pas fait, le rapport dette-PIB continue à augmenter, donc on termine à un niveau de dette-PIB qui est plus élevé. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est plus un problème de crédibilité. C'est que si je vous dis que je vais ajuster sur 10 ans, de toute manière, ce gouvernement ne va pas être là pour 10 ans. Les investisseurs disent oui, on rase gratis demain, en gros. On verra. On ne vous croit pas. Donc, il y a un problème de crédibilité. Donc, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Alors, il y a eu une étude très intéressante du Conseil d'analyse économique, pas celle de 2003 que citait Laure, mais celle de 2024, qui a été faite avant les élections législatives. Donc là, on avait un gouvernement qui paraissait être en place pour le moment, et on pouvait penser que ça irait au moins jusqu'à la fin de la présidentielle, la prochaine présidentielle. Et donc, il faisait le calcul
ils arrivaient à la conclusion qu'il fallait 7-8 ans comme chiffre idéal. Donc 7-8 ans, ça veut dire, s'il faut faire un ajustement de 4%, ça veut dire à peu près 1,5% par an. Et le calcul, on peut le regarder, il y a différents éléments dedans, mais il me paraissait parfaitement raisonnable. Ils avaient une certaine crédibilité à l'époque. On pensait que, bien sûr, ils ne seraient pas là pour les 10 ans qui venaient, mais le gouvernement commencerait et puis les gouvernements suivants continueraient. On est dans une situation un peu différente. On a d'abord, le chiffre est plus élevé qu'il n'était à ce moment-là. On pensait qu'on serait plus de l'ordre de 3% que 4% en déficit primaire. Et puis, politiquement, on a un gouvernement qui est là peut-être pour quelques semaines, peut-être pour 1 an, peut-être pour 3 ans, mais qui a une liberté d'action très, très limitée, manifestement, et toute une série de lignes rouges à l'Assemblée. Donc, dans ce contexte, là, je vais être vraiment rentré dans ce qui est essentiel aujourd'hui, dans le débat qui est essentiel aujourd'hui. Bon, il faut d'abord convaincre les investisseurs qu'il n'y a plus de déni, qu'on va faire quelque chose, qu'on ne va pas laisser filer au cours du temps. Donc, il faut faire pour 2025, qui est la loi de finances qui est en train d'être discutée, il faut faire un effort. Donc, Barnier a proposé un ajustement de 2% total, mais c'est un peu, le chiffre et pas le chiffre qu'il faut regarder, parce qu'il y a 1% pour éviter que ça devienne pire, et il y a une diminution du déficit de 1%. Donc, c'est 2 fois plus que ce que le Conseil d'analyse économique avait proposé il y a à peu près 6 mois. Ça me paraît raisonnable, c'est ambitieux, mais ça montre que le gouvernement est sérieux. Donc, dans le contexte actuel, faire plus que 0,5% me paraît nécessaire, donc je ne suis pas contre le 1%. Il y a un problème avec les mesures qui sont prises, c'est la différence entre mesures exceptionnelles et mesures pérennes, mesures permanentes. Si on fait un ajustement principalement avec des mesures exceptionnelles, on pique de l'argent aux très riches pour 1 an, ou on pique de l'argent aux entreprises pour 1 an, ben c'est très bien, ça améliore le déficit l'année prochaine. Mais ça ne résout absolument pas le problème à terme. Le déficit primaire prévu dans 5 ans est exactement le même qu'avant. Donc, en gros, ce n'est pas les bonnes mesures. Mais bon, c'est peut-être nécessaire dans le contexte actuel de montrer qu'on est prêt à faire des trucs, mais ce mélange de mesures pérennes et de mesures temporaires est une dimension très importante. Et là, Barnier fait probablement au mieux, mais on pourrait espérer qu'il y ait plus de mesures pérennes. Ça ne résout absolument pas le problème de ce qu'on fait après 2025. 2026 jusqu'à 2032, disons, si on fait un plan d'ajustement sur 8 ans. Et là, je crois qu'il faut vraiment mettre sur la table le fait qu'on a entre, disons, 8% d'ajustement du budget à faire. Ce qui représente des choix absolument considérables. C'est pas juste en rognant sur le traitement des fonctionnaires, c'est pas juste en faisant un petit ajustement de la sécurité sociale qu'on va arriver. Il y a des choix fondamentaux à faire. Qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce qu'on coupe? À quel rythme on le fait? Il faut mettre ça sur la table. Le gouvernement actuel ne sera pas là pour le faire, probablement, mais c'est la discussion qu'on doit avoir. Il faut réaliser que ça va remettre en cause, en gros, notre système de protection sociale, entre autres. On est dans une économie qui est à la fois en difficulté et un peu en guerre par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la guerre en Ukraine. Ce débat-là, il me semble qu'il faut le mettre sur la table. On ne va pas le résoudre cette année, mais il est là. Et il faudra faire des choix qui sont très difficiles, à mon avis. Et vous Je m'arrête dites là parce qu'il y a la troisième question, c'est ce qu'on fait par les dépenses et les recettes. Mais je pense que ça va être un débat qu'on va tous avoir un peu plus tard dans la discussion. Vous parlez du coup de l'effort à faire qui est considérable. Il y a eu beaucoup de commentaires sur est-ce que cet effort il doit porter sur la réduction des dépenses ou l'augmentation des impôts ou un peu des deux, dans quelle proportion. Alors là, le budget Barnier propose un ajustement à 2 tiers sur réduction des dépenses, 1 tiers sur augmentation des impôts. Est-ce que ça vous paraît un bon équilibre ou pas? Ou est-ce qu'il faudrait faire plus sur l'un ou l'autre des deux volets? Je crois qu'il y a 2 dimensions. Il y a 2025, où là, on peut en effet avoir un débat, et puis l'ajustement total de 4% du PIB sur, disons, 8 ans. Et là, donc sur le premier, il y a à la fois des faits économiques et puis des valeurs. On peut parfaitement être en désaccord, même si on est en accord total sur les faits et les implications. On peut être plus de gauche et être prêt à faire plus de redistribution ou plus de droite en faire moins. Donc, il y a certainement, on peut être d'accord sur les faits et en désaccord sur les actions à venir. Donc,
moi, en tant que citoyen, j'ai à la fois une connaissance des faits, moins que François Eckhall, qui parlera après, mais aussi des valeurs, et quelqu'un d'autre peut avoir des valeurs différentes. Il me semble que la marge d'ajustement sur les recettes est assez limitée. On est tout de même un pays où on est à 58% du PIB en termes de rapport de budget au PIB. La plupart des gens contribuent en haut de l'échelle, contribuent substantiellement à la redistribution, ce qui est une bonne chose, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Il y a une dimension où on peut certainement faire quelque chose, et il faut faire quelque chose, c'est la sous-taxation des très riches. Qui est un problème qui a été soulevé par beaucoup de gens, mais en particulier par Gabriel Zucman. Il me semble que là, il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose de... J'ai utilisé le mot obscène, c'est peut-être un peu fort, mais il y a une espèce d'obscénité au fait que les gens très très riches paient moins d'impôts relativement à leurs revenus réels que les gens moins riches, les gens pauvres. Donc là, je crois qu'il faut faire quelque chose, mais c'est symbolique, c'est plus que symbolique peut-être, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Il faut trouver à peu près 30 milliards, ça va en rapporter quelques milliards. Donc c'est de l'autre côté, c'est du côté des dépenses qu'il faut réfléchir. Et là, comme j'ai dit, bon, pour 2025, on peut renier à différentes marges, mais sur l'ajustement total, manifestement, il faut qu'on soit prêt à faire des choix en termes de dépenses qui soient durs. Et c'est plus que juste en rognant sur les dépenses de fonctionnement. Il faudra regarder les prestations sociales, il faudra regarder les retraites, et il va falloir faire des ajustements qui vont être très durs politiquement, mais on n'a pas le choix. Merci, merci beaucoup. On va poursuivre un peu sur cette discussion avec vous, François Eckhall. Donc, il y a tout ce débat sur est-ce qu'on fait plutôt peser l'effort sur les dépenses, sur les recettes, etc. La réponse, elle dépend aussi du diagnostic que l'on pose sur l'augmentation de la dette. Je le disais en introduction, elle a beaucoup augmenté ces dernières années. Certains disent c'est parce que les dépenses sont trop augmentées, d'autres parce que c'est plutôt on a privé l'État d'un certain nombre de recettes. Et donc du coup, après, les solutions qu'on apporte sont différentes. Vous, quel diagnostic vous posez sur cette augmentation? Comment vous l'expliquez dans les grandes lignes? Merci d'abord de m'avoir invité. J'ai été auditionné printemps dernier par les commissions d'enquête de l'Assemblée et du Sénat qui m'ont posé cette question. Voilà. Depuis l'élection de Macron en 2017, la dette publique a augmenté de 950 milliards d'euros. Pourquoi ? J'ai commencé par leur rappeler que ce n'est pas la première fois quand même, que si on prend une perspective un peu plus longue, la dette publique, elle a déjà souvent beaucoup augmenté. Alors quand on compare la dette publique dans le temps, on ne faut pas la comparer en euros, parce que les euros d'aujourd'hui n'ont pas du tout la même valeur que les euros d'il y a 40 ans. Donc, comme l'a rappelé Laure, l'habitude est de prendre le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut. Une des justifications d'ailleurs, c'est que le produit intérieur brut, c'est la somme des revenus. Donc c'est un peu, quelque part, approximativement l'assiette sur laquelle on prélève les impôts et les cotisations sociales. Ça représente un peu le potentiel fiscal à un moment donné d'un pays à un moment donné. Donc si on regarde sur le long terme, la dette publique en 1980, avant la crise dont a parlé Laure, de 82, en 80, elle était de 20%. Voilà, donc elle est passée de 20% en 1980 à 110%, plus de 110% aujourd'hui. Ça s'est fait en marche d'escalier. Elle a augmenté pendant les périodes de crise ou de fort ralentissement d'activité. À chaque fois, elle est montée d'une marche d'escalier. Et puis après, on a eu le plus grand mal à la stabiliser, la réduire un peu, mais elle n'est jamais revenue au niveau antérieur. La dette publique, comme on l'a dit aussi, elle résulte de l'accumulation des déficits publics. Elle augmente chaque année en euros parce qu'il y a un déficit, voilà, donc qui accroît la dette. Donc, le déficit public, c'est pareil dans l'histoire. Quand on le regarde sur ces 50 dernières années, il augmente tendanciellement. Alors, il augmente beaucoup pendant les périodes de crise, c'est normal, mais après, il diminue, mais on a beaucoup de mal à le faire revenir au niveau précédent. Donc, et puis après, il repart à la crise suivante et on est sur cette pente ascendante depuis 50 ans. Bon, donc, si on raisonne en pourcentage, et donc, lorsque Emmanuel Macron a été élu en 2017, il y avait un héritage quand même. L'héritage, c'est qu'en 2016, l'année d'avant, le déficit public, il était à 85 milliards d'euros.
Donc, on dit à la Commission, on dit, si on avait maintenu le déficit à 85 milliards d'euros pendant les 7 années suivantes, la dette, elle aurait de toute façon augmenté de 650 milliards d'euros. Bon, sur les 950. Donc, il faut quand même tenir compte de cet héritage. Alors, je vous ai dit, il ne faut pas raisonner en euros, il faut raisonner en points de PIB. Donc, en point de PIB, mais même en point de PIB, la dette, le déficit en 2016, il était de 3,8% du PIB. Nettement au-dessus, encore au-dessus des 3% fixés par le traité de Maastricht. Et à 3,8% de PIB de déficit, on n'arrive pas à stabiliser la dette, de toute façon. Donc, il a arrêté d'une situation où, de toute façon, la dette, même en pourcentage du PIB, elle continuait à augmenter si on ne faisait rien. Alors après, le problème, c'est évidemment, bon, tout le monde le sait, il y a eu la crise, Covid, le quoi qu'il en coûte, etc. Donc, non seulement on l'a pas stabilisée, mais elle est passée en fin 2016, elle était à 98% du PIB, elle a augmenté 12 points pour atteindre aujourd'hui à peu près 110 points de PIB. Donc, il s'est passé des choses qui sont arrivées dans tous les pays. Tous les pays ont fait plus ou moins du quoi qu'il en coûte pendant cette période. C'était nécessaire. On a toujours dit, il fallait le faire. Il fallait soutenir l'activité, les ménages, les entreprises. En 2020, pendant la crise sanitaire, tout le monde a pris à peu près les mêmes mesures. Après, il y a eu la crise de l'énergie. Là, c'est moins évident qu'il faille absolument soutenir tout le monde, faire en sorte que les prix de l'énergie n'augmentent pas trop. Mais bon, beaucoup de pays l'ont fait. La dette publique française a augmenté de 12 points de PIB. C'est moins d'ailleurs que pendant certaines crises précédentes. 12 points de PIB, c'est moins que ce qui avait été fait, parce qu'il y a eu une petite récession au début des années 90. Il y a eu une forte récession autour de 2010, 2009-2010, la crise financière. La dette publique en pourcentage du PIB a plus augmenté à cette époque. Bon, elle a quand même augmenté de 12 points de PIB depuis 2016. Et ce qui est embêtant quand même, donc on a fait pire dans le passé, mais ce qui est embêtant, c'est que quand on regarde nos partenaires, par exemple de la zone euro, on s'aperçoit que de 2016 à 2023, elle a baissé la dette en pourcentage du PIB, très peu, 2 points de PIB, mais elle a baissé, elle n'a pas augmenté de 12 points, elle a baissé. Donc c'est là où en effet la question, qu'est-ce qui s'est passé particulièrement en France, est en effet intéressante. Le problème, c'est que on est parti avant la crise, en 2018-2019, avec un niveau de déficit qui était déjà beaucoup plus élevé que celui de nos partenaires. On avait le deuxième déficit déjà à l'époque de la zone euro. Donc mécaniquement, de toute façon, on était sur une lancée qui conduisait à faire que la dette continue à augmenter. Donc il y a eu ça. Donc il y a quand même effectivement cet effet d'héritage. Et puis il y a le quoi qu'il en coûte. Alors quand on essaye il y a le quoi qu'il en coûte sous forme de dépenses supplémentaires, et le quoi qu'il en coûte, il a pris aussi la forme de baisse de prélèvements obligatoires, qui avait commencé d'ailleurs avant la crise, puisque beaucoup de mesures fiscales prises au cours du quinquennat précédent, elles étaient dans le programme Macron de 2017, et elles ont commencé en 2017-2018, avant la crise sanitaire. Si on regarde l'évolution des dépenses publiques, et des prélèvements obligatoires si on compare la France et les autres pays européens. Ce qu'on observe, c'est que on a beaucoup augmenté les dépenses publiques pendant cette période en France, mais elles ont quand même ensuite diminué en 2021, 22, 23. Il y avait quand même beaucoup de dépenses exceptionnelles qui ont disparu. Tout ce qui a été fait pendant la crise Covid, ça a disparu. Et en fait, on se retrouve avec un niveau de dépenses publiques, c'est toujours en pourcentage du PIB en 2023, qui est en fait à peu près le même qu'en 2016. Les dépenses publiques n'ont pas particulièrement augmenté finalement au total pendant cette période, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens. Les autres pays européens, ça a un petit peu augmenté, pas beaucoup, mais un petit peu. En fait, la raison pour laquelle on a un déficit aujourd'hui qui est plus important qu'avant la crise, puisque comme on l'a rappelé, on était à 5,5% de PIB de déficit l'année dernière, et cette année, on sera peut-être autour de 6%. En fait, la raison, je dirais, comptable, c'est les baisses de prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que le taux des prélèvements obligatoires, qui rapporte le montant des impôts et cotisations sociales au produit intérieur brut, ce taux des prélèvements obligatoires, il a baissé de 1,5 point de PIB au cours de cette période. 1,5 point fait 45 milliards. Bon, en fait, il y a eu une cinquantaine de milliards de baisse d'impôts, alors aussi bien pour les entreprises que pour les ménages sur cette période.
Donc c'est vrai que comptablement, c'est quand même de là que vient l'aggravation du déficit. Après, moi je pense que ces baisses d'impôts, elles ont eu un effet favorable sur l'activité. Notamment, je pense, lorsqu'il s'agissait de baisses d'impôts sur les entreprises, que ça a permis d'améliorer quand même d'arrêter la dégradation de leur compétitivité. Et donc, ces baisses d'impôts, elles ont entraîné des recettes supplémentaires, un peu plus d'activité qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas eu ces baisses d'impôts, donc un peu plus de recettes, mais pas suffisamment, jamais, ça ne suffit jamais. Quand on baisse les impôts, ça a des effets favorables, ça entraîne plus de recettes, mais jamais suffisamment pour compenser le coût initial de ces baisses d'impôts. Ça ne marche pas, ça. Et donc, ça n'a pas marché. Donc, il fallait le faire, mon opinion, c'est qu'il fallait le faire notamment sur les entreprises. Il y a eu des baisses d'impôts sur les entreprises qui étaient nécessaires, mais il aurait fallu en parallèle réduire les dépenses publiques, ce qu'on n'a pas fait. Et donc on se retrouve dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Du coup, ce diagnostic que vous posez, j'aimerais avoir votre regard sur certaines mesures du coup là qui sont intégrées dans le budget 2025 et qui tentent de répondre par exemple pour la première à cette baisse de recettes dont vous parlez. Le budget 2025 prévoit une hausse, alors temporaire pour le coup, hein, ça renvoie à ce que disait Olivier Blanchard tout à l'heure, du taux d'imposition sur les sociétés pour les entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 1 ou 3 milliards d'euros, parce qu'il y a 2 tranches d'augmentation. Est-ce que cette augmentation temporaire du taux d'impôt sur les sociétés, c'est un bon moyen de répondre à cette baisse de recettes que vous constatez? Et est-ce que ça a des effets adverses, autres par exemple? Pas les mesures fiscales qui ont été prises depuis 2017, il y a eu la baisse du taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, qui en 2016 était à 33,3% et qui a été ramené aujourd'hui est à 25%, le taux normal. Et il est en effet prévu dans le projet de loi de finances pour 2025 que ce taux soit relevé pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard, de 25 à 30 et même à 35% pour celles qui ont, je crois, plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est présenté en effet comme une mesure exceptionnelle pour 2 ans. Mais comme le rappelait Olivier Blanchard tout à l'heure, le problème du déficit public, c'est que sa réduction, elle ne doit pas être exceptionnelle et temporaire, elle doit être durable. Donc, il va falloir trouver autre chose en 2026 ou en 2027. Alors, d'un point de vue économique, les mesures fiscales exceptionnelles et temporaires, ça a un grand avantage, c'est qu'en principe, ça n'a pas d'effet sur le comportement des agents économiques. Ce qu'on peut craindre avec une hausse de l'impôt sur les sociétés, c'est que les entreprises investissent moins. Mais bon, si elles se disent, si c'est crédible qu'en 2027, on reviendra à un taux d'imposition de 25%, bon, elles ne feront pas grand-chose. Finalement, elles prendront les mêmes décisions. Les impôts, les mesures exceptionnelles, ça impose un côté, voilà, économiquement, ça n'a pas d'effet. Mais encore faut-il que ce soit crédible. Et tout le problème, il est là. Comme l'a rappelé Olivier Blanchard tout à l'heure, on est face, simplement pour stabiliser la dette à son niveau actuel et pour tenir compte éventuellement de quelques dépenses supplémentaires pour la lutte contre le changement climatique, il faut faire un effort qui est de l'ordre de 4 points de PIB, 120 milliards d'euros. Alors, c'est peut-être pas 120, c'est peut-être 100 ou 150, mais en tout cas, c'est considérable. Donc, malheureusement, il va falloir prendre en effet des mesures très difficiles, très impopulaires. Donc cette baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, il y a quand même fort à parier qu'elle soit durable, et en tout cas que les entreprises la voient comme durable. Et si les entreprises la voient comme durable, ça va avoir un effet sur l'investissement. Le problème du taux de l'impôt sur les sociétés, c'est qu'au niveau international, c'est quand même très visible, et donc c'est un marqueur dans les choix de localisation des entreprises. L'entreprise, elle voit que le taux de l'impôt sur les sociétés, voilà, tout le monde sait qu'il est à tel niveau dans tel et tel pays. Donc, ça influe énormément sur les choix de localisation des activités des entreprises multinationales. Donc, il y a quand même un gros risque avec cette mesure d'avoir un impact négatif sur l'investissement et l'activité, même si ça reste temporaire, simplement parce que les entreprises ne le croiront pas. Et côté dépenses, vous disiez on a baissé les recettes sans baisser les dépenses en parallèle. Il y a un certain nombre de mesures aussi là qui sont prévues pour baisser les dépenses dans le
projet de loi de finances qui est en discussion pour 2025, notamment la suppression d'effectifs dans les services de l'État, 2000 postes, 2200 postes. Ça, pour vous, par exemple, ça va dans le bon sens ? Ah, ça va dans le bon sens et je pense même qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Si vous allez voir le site fipeco.fr, vous verrez que sur la page de garde, je fais des propositions qui vont bien au-delà. Comme le disait Olivier Blanchard, il ne faut pas se faire d'illusions. L'effort qui est nécessaire simplement pour stabiliser la dette à son niveau à 110 points de PIB, il est considérable. Il est considérable. On ne le fera pas uniquement par des hausses d'impôts. Eurostat nous a rappelé la semaine dernière que malgré les baisses d'impôts de Macron, on est toujours les premiers en matière de prélèvements obligatoires pour le total. Et impôt par impôt, cotisation par cotisation, on est sur le podium quasiment systématiquement. Donc, on peut les augmenter. Je pense on peut trouver des moyens de les augmenter, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ça restera limité et l'essentiel de l'effort, il faut malheureusement qu'il passe par des efforts sur les dépenses publiques. Et dans les dépenses publiques, la masse salariale des administrations publiques, ça représente à peu près 15% du total. Donc je vois mal comment on peut éviter d'y toucher. Je ne pense pas qu'on puisse toucher à la politique salariale. Je pense qu'il y a des problèmes de recrutement dans la fonction publique. Il y a eu les salaires dans la fonction publique ont augmenté moins que dans le secteur privé depuis 15 ans. En partie à cause du gel du point de la fonction publique. Donc, en matière salariale, il n'y a rien à faire. Donc, s'il n'y a rien à faire en matière salariale, c'est l'emploi public, c'est les effectifs de la fonction publique. Moi, je pense, dans la note qui est sur le site, je dis que dans les services marchands, on réussit à faire des gains de productivité chaque année qui sont de l'ordre de 0,5%. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose dans la fonction publique ? 0,5% par an, ça fait à peu près 30 000 emplois. Pour les 3 fonctions publiques, État, collectivités locales et hôpitaux. Donc je dis, c'est un objectif qu'on peut se fixer. Et à l'intérieur de cet objectif, on peut différencier suivant d'abord État, collectivités locales et hôpitaux. Les collectivités locales, l'emploi dans les collectivités locales, sur les 25 dernières années, il a augmenté de 45%. Même si on neutralise l'impact des transferts d'emploi de l'État qui sont liés à des transferts de compétences. C'est énorme. Donc je pense qu'on peut quand même arrêter et quand même le réduire un peu. Alors, tout en maintenant la qualité et la quantité des services publics. Alors, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Je dis, on doit pouvoir le faire en informatisant, en harmonisant les procédures, en simplifiant, etc. Mais on ne va pas augmenter la quantité de services publics. Et plein de gens, vous allez me dire, ah mais oui, mais il y a plein de besoins qui ne sont pas satisfaits. Je sais qu'il y a plein de besoins qui ne sont pas satisfaits, mais il y aura toujours plein de besoins qui ne seront pas satisfaits. On aura toujours besoin de plus de sécurité, d'un meilleur environnement, d'une meilleure santé, etc. Donc il y a un moment, comme le rappelait Olivier Blanchard, il y a un moment où il faut faire des choix. Les prélèvements obligatoires ne peuvent pas augmenter indéfiniment. Donc il y a un moment, il faut faire des choix. Et pour ce qui est des collectivités locales, je pense l'État ne peut pas se mettre à leur place, mais il faut les inciter à faire ces choix. Il y a un moyen d'y arriver, c'est de réduire les ressources que leur apporte l'État. C'est un peu dur, les élus locaux hurlent quand on dit ce genre de choses, mais je pense que nous n'avons pas le choix. Merci beaucoup. Alors vous disiez, on a toujours en effet des besoins qui augmentent pour la sécurité, la prise en charge du vieillissement, etc. Il y a aussi des besoins qui augmentent pour mener notre politique de transition climatique. Et là, on a beaucoup parlé depuis le début, on parle de la dette vraiment financière, voilà la dette de la France en euros. Mais c'est vrai que si on reporte un certain nombre de politiques, il y a aussi notre dette, elle, climatique, qui risque d'augmenter. Donc vous étudiez vraiment, Clara Léonard, les liens entre dette financière, dette climatique, etc. Donc ayant ça en tête, quel est votre regard, vous, sur le rythme de réduction optimal de notre dette publique ou, dans un premier temps, de notre déficit public? Comment on concilie ces besoins toujours croissants et cette dette qu'il faut traiter? Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors, si la question du rythme d'ajustement est si délicate aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se permettre de se poser isolément la question de la soutenabilité de la dette publique. Il faut se poser en même temps
la question d'un autre type de soutenabilité, la soutenabilité climatique, parce que la soutenabilité climatique a de forts impacts budgétaires. Alors, je vais redonner quelques chiffres. Alors, pour relever les défis existentiels qui ont vraiment été mis en avant dans le rapport Draghi qui vient d'être publié, il faudra mobiliser beaucoup d'argent, alors de l'argent privé, mais aussi beaucoup d'argent public. Alors, au niveau européen, selon le rapport Draghi, alors il a un périmètre un peu plus large que la seule transition. Il inclut la défense, la transformation numérique. Voilà, donc des questions qui se posent encore plus après l'élection américaine. Il estime à 800 milliards d'euros par an le coût de ces dépenses existentielles. C'est 5% du PIB. Donc c'est vraiment très important. Donc une grande partie, je vais revenir là-dessus, sont des dépenses qui sont pas rentables. Le secteur privé va pas naturellement se diriger vers ces types d'investissements de dépenses. Donc ça va devoir être pris en charge d'une autre manière et je vais revenir également là-dessus. En France, le rapport vraiment de référence, c'est le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. Si vous en avez déjà entendu parler, il chiffre à 66 milliards d'euros par an les besoins pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions qui sont définis au niveau européen et à 33 milliards la part, donc la moitié qui serait prise en charge par l'État. Et encore, c'est une borne basse parce que ça tient pas compte de plein de choses, de l'impact social de la transition. Vous rajoutez encore à la facture, des dépenses environnementales, de tout ce qui est dommage, parce qu'on perd énormément d'argent parce qu'on ne fait pas ces dépenses. Selon un chercheur, Adrien Bilal, on s'est appauvri dans le monde de 37% depuis les années 60 collectivement à cause du réchauffement. Voilà. Donc c'est des dépenses, plus on les retarde, plus ça nous coûte cher. Voilà. Donc il faut se fixer un rythme de réduction qui soit raisonnable. Quelques mots sur le rythme qui a été défini, notamment dans le PLF 2025. Alors aujourd'hui, le gouvernement a décalé son objectif de passage sous les 3% de déficit à 2029. Selon le Haut Conseil des finances publiques, c'est un effort structurel de 42 milliards d'euros. Alors c'est très important, c'est plus important que ce qu'on nous impose à Bruxelles avec les règles budgétaires européennes. C'est plutôt entre 15 et 20 milliards. Donc en fait, c'est un budget qui est vraiment très élevé, qui va plus loin que ce qu'impose l'Europe. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie? Alors déjà, est-ce que c'est une bonne stratégie parce que je voulais évoquer toutes ces dépenses qu'il faut qu'on fasse, etc. Mais est-ce que c'est aussi une bonne stratégie du point de vue simplement des règles budgétaires qui ont été suspendues pendant le Covid et puis ensuite pendant la crise énergétique, qui ont été renégociées pendant de longues années et puis qui aujourd'hui rentrent à nouveau en vigueur. Alors l'objectif et la logique, c'était de passer plus rapidement, sortir plus rapidement de la procédure pour déficit excessif dans laquelle la France vient de rentrer en consolidant sur un temps très court. Mais est-ce que ça va vraiment alléger l'effort qu'on va devoir faire? Non, ça va simplement mener à davantage d'ajustements au total. Alors pourquoi? Parce que pendant ces longues renégociations des règles budgétaires, alors c'est des règles qui avant le Covid étaient devenues très complexes, caduques, qui n'étaient jamais appliquées, et l'objectif des négociations c'était de les rendre plus flexibles. Alors, est-ce qu'on a réussi à les rendre plus flexibles? En fait, le problème, c'est que les pays frugaux, nordiques, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., ont voulu rajouter un certain nombre de ce qu'ils appellent des garde-fous, des ajustements minimaux qui portent sur le déficit ou sur la dette. Et en fait, même si vous sortez de la procédure pour déficit excessif, vous allez toujours devoir respecter ces garde-fous. Donc, si on cumule en tenant compte de l'ajustement zélé de 2025, tous les ajustements supérieurs jusqu'en 2031, on va consolider de 27 milliards de plus au total que ce qu'on aurait fait si on avait simplement suivi les règles de Bruxelles. Donc c'est vraiment un programme très ambitieux et à mon sens un peu trop important, et en plus parce qu'il faut tenir compte du fait qu'une consolidation accélérée a un effet sur la croissance. Donc en fait c'est pas parce que vous réduisez votre déficit que à terme vous allez réduire votre ratio de dette sur PIB. C'est pas quelque chose d'automatique. Il y a des consolidations qui se passent mal, alors ça dépend de plein de facteurs, ça dépend du contenu de votre consolidation, quel type de dépenses,
dépenses et de recettes, etc. Et puis ça dépend du rythme aussi. Donc selon l'OFCE, par exemple, l'impulsion budgétaire prévue dans le PLF diminuerait la croissance à 0,8% en 2025, alors c'est 1,1 dans le PLF. Voilà, donc il faut tenir compte de tout ça, et il est jugé que les 5 points de PIB de déficit en 2025, c'était une hypothèse fragile selon le HCFP. Et depuis le début, on parle beaucoup du rythme d'ajustement, donc de combien il faudrait réduire le déficit primaire optimalement pour réduire la dette et éviter les effets récessifs, etc. Donc ça, ce serait l'outil principal pour rendre notre dette plus soutenable. Pour vous, il y a aussi d'autres facteurs qui permettent de rendre notre dette plus soutenable, qui ne sont pas forcément quantitatifs comme le déficit primaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer sur quel levier on peut agir pour rendre notre dette plus soutenable au-delà de cette réduction du déficit primaire? Sur quoi on peut jouer? On parlait par exemple de la propriété de la dette tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres leviers? Alors, tout à fait. À mon sens, on ne parle pas assez de ça dans le débat public, donc je vais un peu insister. C'est très important, hein, la question de la réduction des déficits primaires, etc. Voilà, je pense qu'il faut progressivement le réduire, en effet. Mais il faut considérer également une série de facteurs qui sont rarement mentionnés et pourtant qui ont un impact tout aussi important sur la soutenabilité de la dette. Et en fait, quand vous lisez un peu la littérature économique et historique sur la dette, vous vous en rendez vite compte. Alors, une série de facteurs qui sont beaucoup plus difficiles à saisir parce que c'est des facteurs qualitatifs. Alors, selon Cohen et Valadier, les défauts souverains peuvent être expliqués à 25% par la qualité de la gouvernance d'un pays. Et vous avez des études intéressantes. Par exemple, vous aviez une étude qui examinait 169 épisodes de défauts souverains sur une période historique vraiment très large, entre 1820 et 2004. En fait, cette étude vous montre que 38% des défauts arrivent alors que le pays allait bien sur le plan économique, c'est-à-dire que la croissance se portait sur un charme, etc. Donc en fait, il faut aussi capturer tous ces facteurs qualitatifs qui ont un impact très important sur les taux, sur la confiance des investisseurs, etc. Donc qu'est-ce que vous devez évaluer pour comprendre ces facteurs qualitatifs? La crédibilité des institutions budgétaires et monétaires, l'instabilité politique, donc là, par exemple, en France, on est dans une situation plutôt instable politiquement, et différencier la capacité et la volonté des États à payer leurs dettes, ce qui sont deux choses assez différentes. Voilà, donc en Europe, on a plutôt on a des institutions monétaires, une institution monétaire qui est très crédible, la Banque Centrale Européenne, etc. En plus, qui a largement élargi sa palette d'outils depuis 2008, avec plus de flexibilité, etc. Donc ça, c'est bien. Sur le plan des institutions budgétaires et politiques, c'est plus difficile. Alors, on a des situations hétérogènes. En France, il y a beaucoup d'instabilité. Donc, quand vous faites une réforme, vous devez tenir compte, bien sûr, de l'effet économique de cette réforme, mais aussi de l'acceptabilité de cette réforme. Donc, parfois, vous allez faire une réforme en vous disant il y a un rationnel économique derrière, etc. Mais en fait, par exemple, si on prend la réforme des retraites, ça va éroder significativement la foi politique en votre gouvernement. Et puis, à terme, si ça mène au pouvoir des gouvernements eurosceptiques, beaucoup plus irresponsables, etc., vous allez avoir ce qu'on appelle des political premiums sur les marchés et ça va vous coûter très cher. Alors, au-delà d'autres considérations. Voilà. Vous avez aussi donc ces facteurs qualitatifs, vous avez aussi des facteurs financiers. Alors ça, c'est important. Donc, Laure a parlé des propriétés de la dette. Alors, il faut se rappeler que la dette, aujourd'hui, c'est des adjudications de bons du Trésor sur des marchés financiers internationaux. Donc, c'est des produits qui sont échangés sur le marché primaire et secondaire. Alors, ces produits peuvent avoir plusieurs caractéristiques. Maturité, indexation ou non sur l'inflation, type de détenteur. Est-ce que vous êtes endetté en devise ou dans votre monnaie locale? Ça, c'est très important pour les pays émergents, par exemple. Alors, on pourrait repenser la structure de notre dette parce qu'on est en train de basculer avec des propriétés structurelles de nos économies dans un contexte de réchauffement, plus grande instabilité politique qui évolue. Donc, par exemple, il est très probable qu'il y ait plus de volatilité, de l'inflation, de la croissance dans les décennies à venir. Donc, par exemple, la France a encore 11% de sa dette qui est indexée sur l'inflation. C'est les données de mai 2024. C'est très important. L'Allemagne a vraiment eu le réflexe de se dire on réduit à zéro parce que, par exemple, ça nous a coûté très cher pendant la crise énergétique. Voilà, donc on peut jouer aussi sur ces propriétés et les types de détenteurs. Alors, bon, la France a quand même, vous l'avez évoqué, mais la France a quand même plus de détenteurs étrangers que le Japon.
Il y a des pays, on fait ce qui s'appelle de la retailisation de la dette, c'est-à-dire que vous, en tant qu'individu, vous pouvez aller sur le site officiel pour acheter de la dette, et ça élargit votre gisement d'investisseurs. Voilà. Et un dernier point que je trouve intéressant, c'est la notion d'actif sûr. La dette joue un rôle, notamment dans la stabilité financière et dans le système financier. Alors, je vais revenir sur Raymond Poincaré, 1926, parce que ce qui est très intéressant, c'est que bon, oui, il y a eu toutes ces crises de trésorerie, etc. Raymond Poincaré décide de mener un plan dit d'assainissement de la dette publique, notamment de la réduction de la dette publique à court terme, parce que pendant tout le 19e siècle, on s'endettait à très long terme par des rentes perpétuelles, etc. En fait, on n'était pas du tout habitué à la gestion de ces bons de la défense nationale à court terme. Et là, en fait, quand vous regardez les archives, vous vous rendez compte que les banquiers sont pas contents du tout. Parce que, en fait, ils étaient ravis d'avoir cet instrument qui leur permettait de placer leur liquidité à court terme, etc. Et donc, paradoxalement, vous avez des articles de presse, etc., où on vous dit, bah, non, moi, j'ai besoin de ces outils. Voilà. Donc, ça, c'est aussi le rôle que joue la dette sur les marchés. Alors, on est dans un contexte très international, très différent, etc. Mais il y a beaucoup de littérature sur le déficit d'actifs dits sûrs à l'échelle internationale. Alors les actifs sûrs, en général, c'est les obligations des pays développés. Et c'est encore plus vrai parce qu'on a une réglementation et notamment un cadre prudentiel avec un traitement prudentiel des dettes souveraines européennes. Les banques ont besoin de ces instruments pour ces raisons-là. Ma dernière question rebondit un peu sur ce que disait François Eckel tout à l'heure sur les besoins qui augmentent et en même temps la dette qui ne peut pas augmenter à l'infini. Est-ce qu'il y a des moyens de dépasser cette apparente contradiction? Autrement dit, est-ce que pour financer les besoins, on peut passer par d'autres outils de la dette qui seraient quand même des outils puissants qui permettraient de dégager des milliards d'euros? Enfin, est-ce qu'on a d'autres choses que la dette pour financer des grands besoins comme ça? Alors oui, justement, la dernière partie de mon intervention portera sur le fait que dans un contexte de choc d'investissement, j'ai rappelé les chiffres, ils sont très importants, il faut qu'on investisse massivement. Il faut penser des rôles plus larges de l'État, que l'État peut jouer pour assurer le financement de ces investissements. Il faut aller au-delà de la simple question de la dette. Alors, on a fait une étude avec l'Institut Avant-Garde. On a regardé plein d'études de cas, à la fois en d'autres temps et d'autres lieux, sur le financement des grandes transformations, pour comprendre comment est-ce qu'on avait fait. Alors, c'est aussi bien le financement des chemins de fer au 19e siècle que le New Deal ou la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on a vu un monde des possibles qui était beaucoup plus large que ce qu'on fait actuellement. On a recensé 50 outils de financement. Il n'y en a que 20 qui sont mobilisés en Europe. Voilà, vous pouvez voir ça sur notre site. Alors, je vais donner seulement quelques exemples parce qu'il y en a pas mal dans le rapport qu'on vient de publier. Alors, par exemple, on parle beaucoup de ce qui s'appelle le de-risking en Europe. Alors, c'est l'idée que, en fait, l'État va systématiquement porter le risque pour le secteur privé et prendre les pertes s'il y en a. Voilà. Alors, l'objectif est évidemment d'orienter le capital privé vers les investissements souhaités dans un cadre, alors on pourrait dire de planification de transition, etc. Mais il pourrait le faire en engageant moins directement son bilan. Par exemple, les PGE verts. Alors, pendant le Covid, on est allé jusqu'à 139 milliards. Là, on est à 2 milliards de PGE verts. Alors, ça pourrait être un outil, par exemple, intéressant pour faire du de-risking, mais avec moindre exposition bilancielle. Ensuite, un deuxième point qui me semble important, et ça revient vraiment dans les périodes de grande transformation, c'est d'avoir une conception plus large du secteur privé. Il y a la dette au sens maastrichtien, voilà, l'État central, les collectivités, etc. Mais l'État peut jouer un rôle d'architecte et ordonner une multitude d'institutions publiques et semi-publiques pour qu'elles relèvent des défis existentiels. Donc, dans le rapport Draghi, il y avait des points très intéressants sur la Banque européenne d'investissement, sur le rôle qu'elle pourrait jouer par exemple, modifiant sa politique de risque pour qu'elle puisse davantage prendre en charge les investissements de transition. On pourrait imaginer, voilà, qu'on les intègre davantage, ces banques publiques d'investissement, dans un cadre de planification européenne ou française, etc. On pourrait aussi créer des institutions ad hoc, comme des caisses d'amortissement de la dette climatique. Donc voilà, réflexion sur l'architecture. Dernier point, l'État, en fait,
on se dit toujours qu'il va prendre les pertes des investissements de transition, mais il pourrait aussi avoir un rôle beaucoup plus prescripteur. Donc quand Draghi parle dans son rapport de l'achèvement de l'union des marchés de capitaux, en fait c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, les investissements vont pas naturellement se diriger vers les investissements de transition qui sont en moyenne moins rentables, voire pas rentables que les investissements traditionnels. Donc en fait, il faut des outils du plus incitatif au plus directif pour les orienter. Alors vous pourriez par exemple réduire les contraintes de capital pour les banques qui détiennent plus d'actifs verts ou davantage imposer un verdissement de l'épargne. Voilà, donc il faut réfléchir à tous ces outils-là. Dernier point, je vais vraiment conclure là-dessus parce que je pense que c'est mon message principal. En sous-jacent de ce débat sur la double soutenabilité climatique et de la dette, il y a une question très fondamentale et qu'on n'ose pas aborder directement, c'est il faut penser le partage de la facture. Alors, le partage de la facture de la transition, à la fois au niveau géographique, entre l'échelle européenne, nationale, locale, et entre acteurs. Les entreprises, l'État, etc. Et il y a une étude de France Stratégique récente qui vous montre qu'en effet, de nombreux investissements ne sont pas du tout rentables. Par exemple, dans les bâtiments et le transport routier, seuls un tiers sont rentables sans investissement public. La rénovation énergétique n'est simplement pas rentable. Et c'est le secteur privé qui vous le dit. Il y a une étude de McKinsey qui a été publiée récemment qui considère que seuls 50% des investissements de transition ont ce qu'on appelle un business case. Alors, ça veut dire, en bon français, qu'ils sont intéressants à envisager pour le secteur privé. Voilà, donc il faut réfléchir à une répartition des pertes et si vous voulez que la dette publique soit soutenable, il faut réfléchir aussi à la charge que doit prendre le secteur privé, certains acteurs privés. Et là, alors il faut tenir compte de critères économiques qui peut prendre en charge sans qu'il y ait un risque systémique et puis une contamination de l'économie et des crises, et des critères plus difficile, philosophique et politique, je dirais. Je pose plein de questions ouvertes, il faut y réfléchir collectivement, mais est-ce que c'est les générations qui nous ont pollué qui doivent payer? Est-ce que c'est Nord-Sud? Est-ce que c'est les entreprises polluantes qui doivent payer? Est-ce que finalement c'est ceux qui ont le mode de vie le plus carboné qui doivent payer, etc., etc., etc. Mais ça ne peut pas être tranché simplement par des raisonnements économiques, mais aussi par un vrai débat politique et démocratique. Merci, merci beaucoup, merci à tous les quatre. Alors il y a beaucoup de questions qui sont arrivées depuis le début de la conférence sur tout un tas de sujets. Alors je vais commencer par les questions qui sont revenues à plusieurs reprises, comme ça permettra de répondre au plus grand nombre d'entre vous dans le temps qui reste imparti. Et n'hésitez pas, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à envoyer des questions. Tout est reçu sur la tablette et on pourra essayer d'y répondre. Alors, il y a eu plusieurs questions sur... donc là, on a parlé principalement du cas français. Plusieurs personnes demandent comment expliquer que des pays comme l'Espagne et le Portugal, qui étaient fortement endettés il y a une dizaine d'années, aient réussi à réduire leur dette. Quelle politique, quels remèdes ils ont appliqués. Et puis une question qui est revenue aussi plusieurs fois quand on parle de dépenses publiques, ne faut-il pas distinguer les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement? Alors là, par exemple, récemment, c'est vrai que il y a eu la présentation du budget au Royaume-Uni. Ils ont essayé de comptabiliser autrement certaines dépenses d'investissement. Donc voilà, peut-être essayer d'éclairer ce sujet-là. Comment est-ce que c'est pertinent de distinguer et comment on le fait ensuite pratiquement? Donc je ne sais pas si sur ces deux grandes thématiques, qui d'entre vous veut prendre la parole pour commencer? Plusieurs personnes pourront réagir. Je ne sais pas si vous me voyez. Non, j'avais l'intention de prendre la deuxième partie, c'est sur l'investissement. La séparation entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement est de fait très importante. Mais ce qu'il ne faut pas dire, c'est si c'est de l'investissement, on peut le financer par la dette. Ce n'est pas automatique. Pour être très clair, il y a des investissements publics, par exemple les autoroutes, etc., qui rapportent de l'argent à l'État. Alors à ce moment-là, comme une entreprise privée, on peut faire de la dette et puis on finance les intérêts par les revenus plus tard. Ça marche très bien. Mais les gros investissements qu'on a à faire, dont Clara parlait, sont des investissements qui n'ont pas d'effet direct ou indirect sur les revenus de l'État. On va peut-être sauver le monde
en faisant une transaction climatique réussie, mais ça ne va pas rapporter d'argent. Bien sûr, l'alternative serait horrible, mais ça ne va pas rapporter d'argent. Donc, on ne peut pas donner un pass automatique à l'investissement. On ne peut pas dire tout l'investissement, on le finance par la dette. En même temps, il ne faut pas non plus dire ah ben, la dette, c'est la priorité absolue, et donc on ne fait pas d'investissement. Il y a un dessin que j'ai vu dans le New York Times il y a quelques années qui se passe en 2050, et puis la planète est morte. En gros, il y a un arbre où il reste juste le tronc, et il n'y a plus de feuilles, et puis il y a un vieux monsieur, et puis il y a un jeune. Et le vieux monsieur lui dit oui, d'accord, je suis d'accord, la planète est morte, mais regardez, le ratio de dette PIB est de moins de 60%. Et je pense que ça capture un peu l'essence du problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter le fait qu'on peut probablement financer une partie de l'investissement, même s'il ne rapporte pas à l'État, mais il est fondamental, par la dette, de manière temporaire. Le problème, c'est, par exemple, pour un pays comme la France, la crédibilité de le faire de manière responsable et que ça n'ajoute pas au déficit à terme, etc., est assez limitée. Donc, c'est là, à mon avis, que Bruxelles peut jouer un rôle important. Il y a beaucoup plus de crédibilité à un programme de Bruxelles comme New Generation ou ce que Bruxelles a fait dans le passé, qui est de dire pendant 5 ans, pendant 10 ans, on va faire de l'investissement, on va faire de la dette, et après ça, c'est fini, c'est financé, on arrête. Il me semble que là, le rôle de Bruxelles est important. Mais c'est certainement une des questions fondamentales, comme Clara a dit, on a deux dettes, on a la dette financière et puis on a la dette écologique, ou on peut l'appeler le monde. Et il faut tenir compte des deux. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Laure Kenwelker, vous vouliez rajouter quelque chose? Histoire de rajouter un peu de complexité, moi je me suis toujours interrogée sur la distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement, parce que par exemple vous construisez un hôpital, donc c'est une dépense d'investissement, mais à terme ça devient une dépense de fonctionnement, parce que vous engagez une directrice d'hôpital, un directeur du personnel, des médecins, etc. Et puis il faut entretenir l'hôpital, donc ça devient une dépense de fonctionnement. Donc je trouve que la distinction n'est pas facile et que la frontière est poreuse, histoire de rajouter un peu de complications. Et je ne sais pas si... J'interviens oui. parce que ça peut aller dans l'autre sens. Par exemple, est-ce ce qu'on dépense sur l'éducation, est-ce que c'est une dépense de fonctionnement ou une dépense d'investissement? Alors si on dit dépense d'investissement, ça peut être financé par la dette, ben à ce moment-là, les salaires des fonctionnaires, les salaires des éducateurs deviennent d'investissement. Donc il faut faire tellement attention. C'est vrai que la frontière n'est pas claire du tout. Et il faut faire très attention. On ne peut pas juste dire investissement, très bien, allez-y, dette. Et je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur la question de l'Espagne et du Portugal. Je peux, oui, sous le contrôle d'Olivier Blanchard, qui était au FMI à l'époque. Sur investissement fonctionnement, moi je suis d'accord, je suis très réservé sur cette distinction, parce qu'il y a des dépenses de fonctionnement très utiles et des dépenses d'investissement qui servent à rien. Donc attention. Espagne-Portugal, je pense que ça peut être intéressant de revenir aux origines de l'euro. L'euro, il a été voulu par la France pour éviter ce que rappelait Laure, c'est-à-dire des crises à répétition, de dévaluation, de difficultés de financement, parce qu'on s'est dit finalement, si on a une monnaie unique, il n'y aura plus de dévaluation, donc on résout le problème, et puis en plus, au lieu d'être à la remorque de l'Allemagne, des décisions de politique monétaire allemande, on pourra co-décider au sein d'une banque centrale européenne. Et en effet, on co-décide aujourd'hui. Les Allemands sont parfois mis en minorité. Donc, à l'origine, il y a ça, mais les Allemands, qui n'avaient aucune envie d'abandonner le mark, qui avaient fait leur puissance, etc., ont quand même mis des conditions. Les conditions, on les a dit, ça a d'abord été les règles budgétaires, le fameux 60% pour la dette, 3% pour le déficit. L'autre condition, c'était que la Banque centrale européenne ne puisse jamais, ne puisse pas venir en aide à des pays européens en difficulté en souscrivant directement à leurs emprunts. Parce que les Allemands se méfiaient de l'inflation pour des raisons historiques, pensaient que voilà, on risquait d'avoir... toujours est-il, voilà, dans le traité, il y a cette interdiction. Et puis, en 2011-2012, la dette publique d'un certain nombre de pays a explosé. On s'est aperçu qu'en Grèce, en plus, elle était beaucoup plus élevée qu'on ne le croyait parce qu'il y avait eu quelques turpitudes comptables. Et donc, tout d'un coup, les marchés se sont rappelés que
oui, non, la BCE, en principe, ne pouvait pas intervenir. Et donc, il y avait vraiment un problème de crédibilité, de risque de défaut de paiement pour un certain nombre de pays. Et donc, les taux d'intérêt, à l'époque, se sont envolés, ont augmenté de 4 points, 5 points, 6 points, etc. Jusqu'à ce que la BCE accepte, les Allemands n'étaient pas totalement d'accord, mais la BCE accepte d'intervenir pour acheter, alors pas directement, mais sur ce qu'on appelle le marché secondaire, pour que les juristes soient contents et que juridiquement, voilà, on fasse semblant de respecter le traité. Économiquement, c'est exactement pareil. Donc la BCE s'est mise à acheter en quantité des titres de dette publique. Et à un moment même, Mario Draghi a été amené à dire on fera ça whatever it takes, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire on peut faire ça de manière illimitée. Les Allemands n'ont pas accepté, quand je dis les Allemands et leurs alliés, les Hollandais, les Finlandais, les Autrichiens, il n'y a pas que les Allemands, ils ont dit oui, mais bon, on ne va pas faire ça n'importe comment, il faut quand même que les pays en question fassent quelques efforts. Donc, en effet, à l'époque, la Grèce, mais aussi l'Espagne, le Portugal, l'Italie aussi, ont été amenés à faire des efforts considérables. Des efforts qui ont eu un impact négatif sur l'activité. C'est clair. Moi, j'avais, il y a 30 ans, j'étais au ministère des Finances, j'avais un directeur de la prévision qui souvent nous disait un bon économiste est keynésien à court terme et classique à long terme. Ce qui veut dire qu'il pense qu'en effet, quand on réduit le déficit public, surtout massivement comme ça, on a des effets négatifs. Voilà, c'est clair. C'est un prix à payer, mais ce sont des effets qui, en général, sont des effets de court, moyen terme et qui s'atténuent avec le temps et qui disparaissent. Je pense que, je n'ai pas regardé de plus près le cas aujourd'hui de l'Espagne, du Portugal, mais c'est clair que ça va beaucoup mieux, que la croissance est beaucoup plus forte, le taux de chômage diminue et la dette publique espagnole et portugaise est redescendue au-dessous de celle de la France. Donc je pense, moi j'y vois une illustration de ce que se disait mon directeur il y a 30 ans. Il y a eu des effets keynésiens très négatifs à court terme, ça a été très dur, mais quelque part, la récompense est là. Finalement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et sur des bases beaucoup plus saines. Clara Léonard, je vous laisse ajouter quelque chose. Alors oui, plusieurs points justement sur ces politiques de consolidation pendant la post-crise, etc. En fait, on parle vraiment de lost decade pour l'Europe parce que ça a eu un impact très important sur l'activité. Il y avait une étude du FMI qui montrait qu'en moyenne, la moitié des consolidations ne menaient pas à une baisse du ratio de dette publique à terme. Voilà, donc ça c'est un point important. Et en fait, je trouve que dans les méthodes d'analyse de soutenabilité de la dette, si on prend ce qu'on appelle la DSL, l'analyse de soutenabilité de la dette de la Commission européenne, on applique un multiplicateur uniforme pour toutes les dépenses publiques, qui est à 0,75. Ça, c'est un vrai problème parce que c'est très important le contenu de votre consolidation et il faudrait qu'on développe davantage des analyses avec une vision beaucoup plus fine de quel multiplicateur pour quel type de dépenses ou de recettes, etc. Voilà, donc ça, ça me semble essentiel. Et puis, il y a bien sûr une question aussi de cycle. À quel moment vous faites votre consolidation dans le cycle? On a tendance à trop faire de la consolidation quand vous êtes dans une phase du cycle où ça va pas. Et là, ça a des effets sur l'activité. Et au contraire, ne pas assez le faire quand ça va bien. Voilà. Merci. Olivier Blanchard, si vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet. Oui, je voudrais bien sur le rôle de la BCE. Parce que là encore, on entend tout et son contraire. OK, il y a qu'à. La BCE n'a qu'à acheter les obligations françaises et puis diminuer les taux et puis il n'y a pas de problème. Et donc la BCE doit le faire. Pour être réaliste sur ce que la BCE peut et doit faire, il y a deux raisons pour lesquelles les taux d'intérêt peuvent augmenter pour un pays donné. Par exemple, la France par rapport à l'Allemagne ou choses là. La première, c'est que les investisseurs ont la trouille d'un seul coup parce qu'il y a un nouveau gouvernement, mais il n'y a pas de raison fondamentale. Okay, ils deviennent juste pessimistes et donc ils demandent une prime de risque. Ils augmentent le taux d'intérêt, ils exigent 2% de plus. Par leur propre action, ils déclenchent la crise. Elle n'était peut-être pas là s'ils avaient été calmes, mais de fait, à 2% de plus, le pays a un problème. Et donc, dans ce cas-là, il est parfaitement raisonnable pour la BCE de dire « calmez-vous, je vais acheter, je ne pense pas qu'il y ait de danger ». On va limiter l'augmentation des taux, donc je vais acheter. Ça, c'est le boulot de la BCE, c'est d'éviter ces espèces de crises psychologiques, mais qui arrivent très souvent dans les marchés, souvent.
Ce que la BCE ne peut pas faire, c'est quand les investisseurs disent il y a une bonne chance qu'on ne soit pas repayé, ce n'est pas juste dans mon cerveau, c'est la réalité, parce que le gouvernement est irresponsable. À ce moment-là, ce n'est pas la BCE de faire ce que les investisseurs ne sont pas prêts à faire. Donc la BCE ne doit pas intervenir dans ce cas-là. Donc dans le cas de la France, si on continue à avoir des déficits sans fin, sans faire quoi que ce soit, eh bien la BCE n'interviendra pas et ne doit pas intervenir. Donc il faut être réaliste sur ce que la BCE peut faire et ne pas faire. On a un problème fondamental, ce n'est pas la BCE qui va le résoudre, et il faut s'en occuper nous-mêmes. Et si on s'en occupe, la BCE peut aider. Léonard ? Je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est pas suffisant de se reposer sur la politique monétaire. Je pense que par exemple les solutions d'annulation de la dette ou de monnaie hélicoptère sont par exemple essentiellement des jeux comptables. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on constate qu'il y a eu une très forte évolution des outils de la BCE avec une flexibilisation depuis 2008. On est passé dans un monde très différent de interdiction de financement monétaire. Alors, ce qui est défini comme financement monétaire, c'est achat sur les marchés primaires, mais on fait beaucoup d'achats sur les marchés secondaires. Et il y a notamment un outil qui s'appelle le Transmission Protection Instrument, qui vous permet d'intervenir pour aller cibler un écartement de taux sur un pays, si par exemple tout d'un coup les taux italiens flambent. Voilà, c'est un outil assez récent, et avant la BCE ne se permettait pas, elle agissait seulement avec des clés de répartition. Donc en fait, on a quand même développé les politiques non conventionnelles, dites non conventionnelles de la BCE sont devenues très conventionnelles, et ça change pas mal de choses. Une question, autre question qui était pour vous, François Eckel, qui réagissait sur les gains de productivité nécessaires dans le service public. Doit-on attendre les mêmes choses en termes de gains de productivité du privé et du public? Exemple, l'éducation et l'hôpital doivent-ils être productifs? Alors, en fait, on sait très mal, même quasiment pas mesurer la productivité dans les services publics. De manière comptable, enfin en comptabilité nationale, si vous si vous multipliez par 2 le salaire des fonctionnaires, vous multipliez la productivité par 2. Je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. Simplement parce qu'on ne la mesure que de manière très très conventionnelle. Donc la seule chose, moi, donc je dis là, quand je dis on doit pouvoir faire 0,5% de gain de productivité dans les services publics, ça c'est ce qu'on observe dans les services privés, parce que là on sait à peu près, et encore, enfin on sait à peu près à la mesurer. Je ne pense, je suis bien conscient qu'on ne sait pas la mesurer dans les services publics. Donc mon raisonnement consiste à dire bon on doit pouvoir faire que ce soit les nouvelles technologies de l'information, redéployant des activités, en simplifiant des procédures, on doit pouvoir arriver à peu près au même résultat que dans les services privés. C'est totalement conventionnel, hein. C'est une hypothèse que je reconnais très fragile et très conventionnelle. On doit pouvoir arriver à peu près au même résultat sans dégrader la qualité des services publics. Mais on ne mesurera pas la productivité dans les services publics. Il y a on sait un peu le faire. Il y a, je dirais, de manière un peu expérimentale, l'INSEE, depuis quelques années, la mesure dans des services comme l'éducation, en effet. Mais ça reste encore très, très difficile. Merci. Olivier Blanchard, je vous voyais réagir. Vous vouliez ajouter quelque chose ou sur ce point-là? Non, j'étais d'accord. Ok. Il y a plusieurs questions qui vont dans la même ligne sur le niveau de prélèvement obligatoire. Je pense que c'est vous, François Eckel, qui avez dit tout à l'heure on a un niveau de prélèvement obligatoire qui est plus élevé que nos voisins. Plusieurs questions sur les raisons de ce niveau-là et les contreparties qu'il y a en face. Une personne demande notamment, nous sommes premiers au niveau des prélèvements obligatoires, mais n'est-ce pas aussi pour des choix sociaux en face différents, notamment les retraites, etc. Voilà, plusieurs questions sur l'explication de ce niveau de prélèvement obligatoire et ses contreparties. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Ouais. Juste, après je passe la parole aux gens qui sont plus compétents sur l'actualité. C'est juste que le niveau de prélèvement obligatoire en France, il a grimpé par rapport aux autres pays européens dans les années 1970. Les années 70, ça a été un mouvement de bascule important, puisqu'on est passé avec la crise
pas seulement la crise économique liée à la crise pétrolière, mais aussi parce qu'on a mis en place un certain nombre de mesures sociales importantes. C'était sous la présidence de Giscard d'Estaing, notamment donc l'indemnisation du chômage qui devenait un chômage de masse, mais également les allocations de parents isolés, les allocations pour handicapés, etc. Il y a eu vraiment une période importante d'État-providence dans les années 70. En 1973, le niveau de prélèvement obligatoire était de environ 31%, je crois, 31,5%. Il est monté à, non, pardon, 35%, il est monté à 42% en 1980. En Allemagne, il était à 36%, il était à 37% en 1980. Et donc, on est déjà, dans les années 70, on a déjà franchi un seuil important lié à l'augmentation des cotisations sociales plus que des taxes. Voilà, c'était juste ma petite incise historique. Clara Léonard, allez-y. Je pense que c'est un indicateur important, mais il ne faut pas non plus en faire un totem. Ce qui compte, c'est les dépenses contraintes en tant qu'individu que vous avez. Donc, par exemple, aux États-Unis, vous avez un taux de prélèvement obligatoire qui est inférieur, mais en fait, vous avez plein de dépenses contraintes cachées. Donc, par exemple, vous devez souscrire à des assurances privées. En fait, et puis si vous n'avez pas les moyens, vous êtes tout simplement pas protégé. Voilà. Donc, en fait, comparer les taux de prélèvement obligatoires à l'international comme ça, je trouve ça un peu délicat. Il faut vraiment réfléchir aux avantages qu'on a derrière. Merci beaucoup. François Ecal, allez-y. Peut-être juste sur un point. Sur l'évolution des prélèvements obligatoires dans le temps. En fait, l'origine, c'est l'augmentation des dépenses publiques, donc qui a été très très forte dans les années 70, qui a été infléchie à partir du tournant de la rigueur des années 80, donc un peu moins forte, mais qui a continué à augmenter. Et donc, on a augmenté les prélèvements obligatoires, impôts et cotisations, pour essayer de financer ces dépenses, mais avec un mouvement de montagne russe. C'est-à-dire qu'à certains moments, on s'est dit, oh bah, on paye trop d'impôts. Ça arrivait régulièrement dans l'histoire de France, des 50 dernières années. On paye trop d'impôts, donc on va les baisser. Donc on les a baissés, et comme on n'a pas réduit en parallèle les dépenses, et ben, le déficit a augmenté. Donc quelques années plus tard, c'est ah, mais le déficit est trop important et la dette augmente. Donc on augmente les impôts. Donc on est dans une nouvelle phase de ce cycle, mais c'est ce cycle, on l'a depuis déjà 50 ans. Bon. Après, sur la comparaison, par exemple, en France, vos cotisations à l'Agirc-Arrco, si vous êtes salarié, sont considérées comme des prélèvements obligatoires. Parce que vous n'avez pas le choix de cotiser ou de ne pas cotiser à l'Agirc-Arrco. Et vous n'avez pas le choix du taux de couverture. Dans beaucoup d'autres pays, le deuxième étage de retraite, c'est un étage de retraite en capitalisation avec des fonds de pension. Il y a plusieurs fonds de pension et au moins au niveau de la branche, c'est souvent décidé au niveau de la branche, il y a un choix entre les fonds de pension, entre le degré de couverture, etc. Et donc, le périmètre des prélèvements obligatoires, c'est ça que ça représente. C'est-à-dire la frontière, c'est entre ce qui est obligatoire, ce que vous ne pouvez pas décider de payer ou pas payer, et ce qui, dans d'autres pays, en fait, n'est pas obligatoire. Alors, c'est parfois contraint, comme le dit Clara. C'est vrai, finalement, vous devez quand même avoir une retraite complémentaire, mais vous avez le choix. En France, par exemple, vos cotisations, vos primes d'assurance complémentaires santé, ce n'est pas des prélèvements obligatoires, enfin, en comptabilité, parce que au moins au niveau de la branche ou de l'entreprise, vous avez le choix de la mutuelle. Il y a plein de mutuelles en matière où vous avez quand même un choix. Donc, ce n'est pas des prélèvements obligatoires. Après, vous pouvez me dire que c'est contraint parce que vous êtes quand même obligé d'avoir une mutuelle. Mais ce n'est pas quand même la même chose. Voilà, c'est ça que ça traduit. Hein. Donc, après, on peut discuter ou pas de savoir s'il faut avoir plein de mutuelles ou une seule assurance maladie. C'est un autre sujet. Mais il faut bien comprendre, le périmètre des prélèvements obligatoires, c'est ça. Merci beaucoup. Peut-être Olivier Blanchard, vous voulez prendre la parole? Oui, juste pour être totalement d'accord que comparer les niveaux entre les pays est pas une bonne idée, parce qu'en effet, il y a des choses qui sont exclues, des choses qui sont incluses. Moyennant quoi, à la fin, on ne peut pas totalement ignorer ce chiffre de 58%. C'est-à-dire que de fait, parce que pas mal de ce qu'on paye correspond à ce qu'on recevra plus tard, les retraites, etc., la protection santé, etc. À la fin, les gens hésitent, enfin, sont furieux de payer 58% de leurs revenus en moyenne, bien sûr. Il y a des gens qui paient plus et des gens qui paient moins. Donc, on ne peut pas totalement ignorer le chiffre total, mais en tenant compte du fait qu'en effet,
y a beaucoup plus de choses qui sont fournies par l'État en France qu'aux États-Unis, j'en sais quelque chose. Merci beaucoup. Et dernière question, peut-être il nous reste 2 minutes, c'était pour vous, Olivier Blanchard, une question, justement, on parlait des retraites. Une question, que voulait dire Monsieur Blanchard tout à l'heure quand vous parliez de réformes potentiellement à faire, enfin de choix à faire, notamment sur la question des retraites dans les 10 ans. Par quoi ça peut passer? Mon point général, c'est que pour faire l'ajustement, il va falloir être moins généreux à toutes les marges. La question, ça va être d'être équitable. Qui sont les gens à qui on va demander de payer plus ou d'avoir moins? Et je pense qu'on ne peut pas dire ah, les retraités sont totalement protégés. Je pense qu'il faut sur la table considérer la possibilité qu'avec d'autres mesures, les retraites soient un peu moins généreuses. Je ne vois pas du tout comment on peut faire l'arithmétique de l'ajustement sans mettre ça sur la table. Merci beaucoup. Donc il est 12h30, on me fait signe qu'il faut s'arrêter là. Merci beaucoup à vous quatre.